Elles étaient parties toutes les 4 pour une semaine à Corfou. Pas, toutes les 4, j'entends ma femme Kirsty et ses 3 amies d'enfance les plus proches, Laura, Jane et Shona. Ce quatuor était pratiquement inséparable et avait pour tradition annuelle de s'offrir quelques courtes escapades de week-end ensemble. Cet arrangement ne me dérangeait pas, car il me permettait de profiter de temps en temps d'un week-end de golf. Une semaine entière loin de chez nous était toutefois inhabituelle pour elles, le voyage organisé était une affaire de dernière minute, bien moins cher que certains de leurs courts séjours précédents. Avec peu de temps pour se préparer, elles sont parties un lundi et devaient rentrer le dimanche suivant. Cela me laissait, moi, Marc, en charge de notre fils de 15 ans, Jake, et de notre fille de 8 ans, Chloé. Bien que je ne sois pas un novice en cuisine, Kirsty avait pris des précautions en préparant des repas pour toute la semaine, s'assurant ainsi que je n'empoisonnerais pas les enfants par inadvertance. La semaine a commencé sans encombre. Grâce à l'aide des 2 grands-parents, j'ai réussi à jongler entre mes engagements professionnels, les trajets scolaires et les activités extrascolaires comme le sport et la danse. Au fil de la semaine, je me suis acquitté honorablement de mes tâches de gardien, en grande partie grâce aux instructions méticuleusement rédigées par Kirsty concernant le lave-linge. Elle a pris contact à plusieurs reprises, principalement pour s'assurer que je n'avais pas causé de chaos irréversible, mais aussi pour rappeler aux enfants qu'elle leur manquait et qu'elle nous aimait tous profondément. La semaine s'est déroulée sans incident, et à sa fin, Jono et Tony, les maris de Shona et Jane, m'ont rejoint pour attendre les femmes à l'aéroport. Laura était toujours célibataire, et les enfants étaient bien installés à la maison, absorbés par leurs appareils électroniques. J'avais suffisamment confiance en Jake pour laisser Chloé sous sa surveillance, ne serait-ce que brièvement. À leur arrivée, j'ai aperçu Shona et Jane qui traînaient les pieds dans le hall des arrivées, visiblement épuisés. Laura suivait de près, mais il n'y avait aucun signe de Kirsty. Les salutations entre le trio semblaient un peu étouffées alors que je continuais à scruter la foule, espérant contre tout espoir la voir. Laura m'a demandé si j'avais reçu du courrier de Kirsty. Cette question m'a intrigué. Les femmes ont échangé des regards inquiets lorsque j'ai avoué mon ignorance. Quand Laura a expliqué que Kirsty avait envoyé une lettre à mon intention, détaillant les raisons pour lesquelles elle ne rentrerait pas à la maison, ma première pensée a été qu'elle était malade ou qu'elle avait eu un accident. Je me suis inquiété de son état de santé. Elles m'ont rassuré, me disant que Kirsty allait bien, mais ont révélé qu'elle avait choisi de prolonger son séjour avec des amis. Malgré mon flot de questions, je n'ai reçu que des réponses vagues. J'ai quitté l'aéroport à la fois anxieux et embarrassé. De retour à la maison, j'ai allumé l'ordinateur avec empressement. Le courriel était arrivé quelques instants après mon départ. Son contenu correspondait à ce que Laura avait partagé, elle avait retrouvé des amis, participé à une brève excursion en bateau et décidé de prolonger son voyage pour cette raison. Dans le message, elle exprimait l'espoir que tout allait bien, supposait que les enfants s'étaient habitués à ma cuisine et terminait par une formule d'amour, promettant un retour rapide. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas simplement téléphoné pour annoncer la prolongation. Il m'est alors venu à l'esprit qu'elle ne m'avait pas du tout contacté au cours des 2 derniers jours. Qui étaient ces amis? Je ne me souvenais de personne à qui elle pouvait faire référence. J'ai composé son numéro de téléphone portable, mais il a été immédiatement renvoyé vers la messagerie vocale. Mon message vocal était concis et direct. Peut-être était-elle en mer, hors de portée du réseau, mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment troublant. Des appels répétés n'ont donné aucune réponse. C'est alors que j'ai commencé à contacter ses amis pour obtenir des réponses. John, le mari de Shona, m'a demandé de le retrouver chez eux à 9 h ce soir-là. À mon arrivée, les autres femmes et Tony étaient déjà là, et l'atmosphère était palpable. John a entamé la conversation. Marc mérite de savoir ce qui s'est passé, a-t-il dit fermement. Vas-y, Shona. Shona a hésité. Le dernier soir, nous sommes allés à une fête au bord de la piscine près du port et nous avons rencontré des garçons, a-t-elle commencé. Nous sommes rentrés prendre un verre. C'était juste une fête. Kirsty a entamé une conversation avec l'hôte, un homme nommé Samuel. Tony a interrompu. Selon le récit de Jane, c'était plus que ça, des baisers et des attouchements. Tout le monde s'amusait beaucoup à bord du yacht d'un individu fortuné. Shona a jeté un coup d'œil à Jane, mais c'est Laura qui a interrompu. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Quelques hommes ont tenté de flirter avec nous, mais nous avons réussi à les repousser. Quand ils sont devenus trop insistants, nous avons décidé de partir. Enfin, nous sommes partis,
mais Kirsty a choisi de rester. Zut, ai-je lâché, sans me rendre compte que j'avais exprimé ma pensée à voix haute. J'ai essayé de la persuader de nous rejoindre, mais elle était résolue à rester, a ajouté Laura. Shona a ensuite ajouté, en précisant qu'il n'avait rien fait d'inapproprié, Mark. Ils discutaient simplement. J'imagine qu'elle n'est pas rentrée à l'hôtel avec vous ce soir-là? Le silence a fourni la réponse. Elle est rentrée vers midi aujourd'hui, a mentionné qu'elle avait l'intention de rester quelques jours de plus, a fait ses bagages, puis est partie. Nous avons tous crié, supplié et imploré qu'elle ne parte pas, mais elle était résolue dans sa décision. On ignore vraiment ce qui s'est passé, mais on n'a pas cherché à l'en empêcher. Alors, elle est restée avec un individu fortuné? Vraisemblablement, c'était la réponse la plus utile que j'ai reçue. Plusieurs autres commentaires ont été faits, mais nous avons continué à tourner autour des mêmes questions. Les hommes étaient furieux, tandis que j'étais complètement perplexe. Ce n'était pas caractéristique de son comportement, et cela n'avait tout simplement aucun sens. Je suis rentré chez moi comme sur pilote automatique, j'ai pris soin des enfants, puis je me suis effondré dans le lit, fatigué mais incapable de trouver le sommeil. Mon monde s'était écroulé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tard et j'ai couru frénétiquement dans la maison pour préparer les enfants, emballer leur déjeuner et les emmener tous les deux à l'école. Je suis arrivé au travail en retard, aux grandes dames de mon supérieur, manquant le début d'une réunion avec un client. Toujours pas de nouvelles de Kirsty. Toute la journée au travail a été désorganisée, ce qui m'a fait arriver en retard pour récupérer Chloé. Heureusement, Shona, Jane et leurs enfants étaient restés avec Chloé dans la cour de l'école. Constatant mon stress, elles ont généreusement proposé de m'aider pour le reste de la semaine. Elles ont demandé des nouvelles de la lettre de Kirsty, à laquelle j'ai admis à quel point elle révélait peu de choses. Je suis resté complètement déconcerté. Le lundi soir, Kirsty a finalement pris contact. Elle a commencé à s'excuser pour le retard de son appel, expliquant qu'il n'y avait pas de signal téléphonique disponible. Elle s'est rapidement lancée dans son explication concernant une occasion inattendue de faire de la voile avec des amis et combien cela semblait trop tentant à refuser. Je l'ai laissé continuer à parler, puis j'ai demandé, « Alors, tu restes à bord du yacht de Samuel ?» Le silence était assourdissant. « Mark, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai l'impression que tu fréquentes un millionnaire, que tu abandonnes ton mari, que tu me mets dans l'embarras devant nos amis, et que tu n'as pas la considération de maintenir le contact avec tes propres enfants. Ce ne sont que quelques jours. Je serai de retour jeudi. Ne te donne même pas la peine de revenir. » J'ai mis fin à l'appel. Quel genre d'individu se comporte de cette façon? Elle a essayé d'appeler plusieurs fois par la suite, mais j'ai ignoré chaque tentative. Un SMS est apparu. « Désolé, mon premier vol est demain à 15h, il faut qu'on parle. Dis aux enfants que je les adore. » Ma frustration a atteint un nouveau sommet. Il faut qu'on parle, et dis aux enfants que je les adore. Après les avoir négligés pendant des jours, c'était forcément une blague. Le lendemain, j'ai demandé à ses parents de s'occuper des enfants. Ils ont été stupéfaits par ses actions, mais m'ont exhorté à l'écouter avant de prendre des décisions définitives. Même les enfants ont commencé à poser des questions. Je n'ai pas envisagé d'aller la chercher. Elle a traîné sa valise à travers la porte à 20h. Je n'ai pas prononcé un mot. Je suis simplement resté là, à la regarder fixement. Je suis vraiment désolé, Mark. Je ne pensais pas aux conséquences. C'était une brève évasion de tout ça, et j'ai saisi l'occasion. Je n'ai pas pensé à la façon dont cela pourrait apparaître. Tu crois vraiment que je suis idiot? Tu es resté à bord de son yacht pendant que d'autres t'imploraient de retourner à l'hôtel. Il était attentionné. On ne faisait que discuter. Épargne-moi, Kirsty. On n'abandonne pas sa famille simplement pour discuter avec quelqu'un d'agréable. Vous avez discuté pendant 3 jours entiers? Surtout, oui. Mais je n'ai eu aucune relation inappropriée. Je suis sceptique. Et même si ce n'est pas le cas, tu m'as quand même quitté pour un autre homme. Je ne t'ai pas quitté. J'ai simplement rencontré une occasion opportune de voyage sans responsabilité. Il y avait d'autres personnes présentes aussi. Samuel était un gentleman, un hôte généreux et un auditeur attentif. Est-ce que je ne t'écoute pas? Non, ce n'est pas le cas. Tu écoutes. C'était comme une pause dans la monotonie de notre existence quotidienne.
Cela m'a donné le sentiment que je pouvais faire tout ce que je voulais et expérimenter la libération. Notre vie est devenue quelque peu répétitive. Un peu, et bien, sans inspiration. Tu es sérieuse? C'est précisément la vie que tu souhaitais. Les enfants, la maison. C'est toi qui nous as poussés à cesser de voyager et à réduire notre ancien style de vie. C'est toi qui voulais une plus grande résidence pour économiser. Les enfants étaient trop jeunes pour les voyages. Nous ne pouvions pas nous absenter de nos emplois. Il y avait toujours une justification. Alors dis-moi, est-ce vraiment une question de monotonie dans notre vie? Ou était-ce l'attrait d'une opportunité d'être intime avec un millionnaire? Je ne sais pas, Marc. C'était juste différent là-bas. Nous avions vraiment une connexion. Et je pense que nous avons partagé un lien. Incroyable. Alors c'était quoi exactement? Étais-tu amoureuse de lui, ou était-ce purement physique? Pour l'amour du ciel. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec lui. J'ai remarqué sa formulation. Pas eu de rapport sexuel? Mais tu as sûrement passé la nuit avec lui? Finalement. Elle a acquiescé, les yeux pleins de larmes. C'est magnifique. Et les baisers? Le contact physique? Un autre signe de tête. Plus de larmes. J'ai dû m'éloigner avant que ma tête n'explose. Tu dois rencontrer les enfants. Ils sont chez ma mère. J'espère que tu trouveras une explication plus convaincante pour eux que celle que tu m'as donnée. Je suis parti en trombe, entendant Kirsty crier après moi. J'ai passé près d'1 heure au pub avant que Tony ne me retrouve. Il m'a tendu une bière et s'est assis à côté de moi. Excuse-moi, ma grande. Il y a une véritable chasse à l'homme en cours pour te retrouver. Kirsty a envoyé un message à Laura et maintenant tout le monde essaie de te localiser. Il a passé quelques coups de fil pour les informer qu'il m'avait trouvé. Peu de temps après, John est également arrivé. Si ça peut te consoler, les femmes sont aussi furieuses contre elles que nous. Ces actions les ont mises dans une situation particulièrement désagréable. Nous ne sommes pas ravis de nos conjoints non plus. Nous continuons à enquêter et à comparer les versions, en essayant de découvrir s'il y a quelque chose de plus à cette histoire. J'ai demandé s'il y avait du nouveau, mais ils ont répondu par la négative. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en ai pas la moindre idée. On dirait qu'elle était prise de ce goujat et qu'elle est plongée dans un rêve romantique. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Non. Tout comme toi, je n'ai pas envie de rentrer, ai-je rétorqué. Il a vibré de nouveau. Je l'ai éteint. Kirsty. Il était bien après minuit quand Tony a aidé Marc à rentrer dans la maison. Je ne l'avais jamais vu dans un état d'ébriété pareil. J'ai essayé de l'aider, mais Marc m'a regardé avec un dédain manifeste. Tony a réussi à le conduire jusqu'au lit, où il s'est immédiatement évanoui. J'allais remercier Tony pour ses efforts quand il m'a interrompu. Qu'est-ce que tu lui fais subir, Kirsty? Ton absence était déjà assez pénible. Maintenant, il croit que tu as succombé à un autre homme. Il mérite bien mieux que ça. C'est tout simplement cruel. Décide ce qui compte vraiment pour toi et cesse de le torturer avec un autre prétendant. Sur ces mots, Tony est parti en claquant la porte. J'ai regardé Marc et je me suis senti complètement abattu. Tony avait raison. Marc ne méritait pas ça. J'agissais de manière égoïste. Il a à peine bougé pendant que je le déshabillais et que je l'aidais à se mettre au lit. J'ai laissé un bol, un verre d'eau et 2 aspirines à côté de lui. J'étais tellement désorienté. Marc était un homme tellement exemplaire et un père exceptionnel, et je lui causais du chagrin. Je l'aimais encore, mais je ne pouvais pas rationaliser mon comportement avec Samuel. Peut-être était-ce parce que Samuel me reconnaissait et me parlait. Pas à Kirsty la conjointe ou Kirsty la mère. Il me donnait le sentiment d'être admiré de manière unique. Quelle qu'en soit la cause, j'ai compris que je devais effacer tout cela et me concentrer à nouveau sur le fait d'être une épouse et une mère dévouée. À cet instant, j'ai reçu un message. Est-ce que ça va? C'était Samuel. Je l'ai ignoré. La vérité était que je n'allais pas bien du tout. Je blessais ceux que j'aimais. Au-delà de Marc. Je devais des excuses à Jake et Chloé. Ils sentaient bien que quelque chose n'allait pas. Et puis il y avait mes amis, que j'avais placés dans une situation très inconfortable. Les regards de déception de mes parents quand je suis allé chercher les enfants étaient décourageants.
Le lendemain matin, j'ai cherché à parler à Marc, mais il n'était pas intéressé. Il avait l'air ennuyé que je l'ai vu ivre. Sa seule parole? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera plus. Il est parti travailler en ayant l'air plutôt négligé, me laissant préparer les enfants pour l'école. Cela a marqué le début de mes efforts pour reprendre une vie normale. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à recevoir des messages de Samuel. Ses demandes étaient pleines d'inquiétude, il vérifiait si je me débrouillais bien. Je me suis battu contre l'envie de répondre. Au fil des jours, Marc est resté distant. Nos échanges, quand ils avaient lieu, se limitaient à des questions pratiques, en maintenant une attitude courtoise pour le bien des enfants. Néanmoins, la situation était pénible. Dès que le téléphone a sonné, mes larmes sont revenues. J'ai répondu sans vérifier le numéro. C'était Samuel. En apprenant mon trouble et ma détresse, il m'a fallu toute ma force pour l'empêcher de venir me chercher. Je lui ai raconté la conversation que j'avais eue le jour de mon retour. J'ai insisté sur mon profond amour pour mon mari et mes enfants et sur la raison pour laquelle il était nécessaire que je rentre. Ensuite, j'ai révélé toute la douleur que nous avions infligée. Il a avoué se sentir seul et me manquer. J'ai partagé les mêmes sentiments, bien qu'étant entouré de personnes dans la même maison. Il a demandé si nous pouvions nous rencontrer, juste pour s'assurer que j'allais bien. J'ai refusé, mais il a persisté, affirmant qu'il réserverait une chambre dans un hôtel voisin et m'a supplié de le voir. Au milieu de ses textos et de ses appels incessants, j'ai fini par accepter de le rencontrer pour déjeuner pendant que les enfants étaient à l'école et Marc au travail. Il n'avait pas changé, et me témoignait toujours une profonde affection. C'était un soulagement d'avoir quelqu'un à qui se confier. Notre conversation était fluide, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Nous avons convenu d'une autre rencontre pour la semaine suivante. Alors que Marc devenait de plus en plus distant, Samuel semblait plus proche que jamais. Sa gentillesse et son attention étaient indéfectibles, et il s'excusait abondamment pour les inconvénients qu'il m'avait causés. C'était gratifiant d'être en sa compagnie. J'avais l'impression qu'il était le seul ami véritable que j'avais. À notre 4e déjeuner, je suis allé dans sa chambre d'hôtel et nous avons fait l'amour pour la première fois. J'étais submergé d'émotions. L'expérience était intense. Ce n'était pas tant que Samuel fût supérieur à Marc, c'était la nouveauté et l'excitation qui étaient captivantes. De plus, l'absence d'intimité depuis le départ des filles en voyage n'avait fait qu'amplifier la situation. Samuel a exprimé sa joie, affirmant que c'était un honneur d'être avec moi. Après, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre et avons fait l'amour à nouveau. Ce n'était pas identique à l'expérience avec Marc. Au lieu de cela, je me sentais libéré, comme si je pouvais vraiment être moi-même. Je suis rentré tard et j'ai trouvé Marc endormi dans la chambre de Chloé, sur le dessus de la couverture. Ils s'étaient tous les deux endormis en écoutant une histoire du soir. J'ai ressenti un sentiment de remords accablant. Je l'ai doucement réveillé et je l'ai guidé jusqu'à notre lit, où il s'est immédiatement rendormi. Je me suis assise à côté de lui, pleurant jusqu'à ce que le sommeil me gagne à mon tour. J'aspirais à prendre soin de Marc, mais je craignais d'avoir développé des sentiments pour Samuel. La situation était confuse, et j'étais confronté au dilemme le plus douloureux de ma vie. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui serait le mieux pour Marc. Peut-être que le quitter était l'option la plus compatissante si je l'aimais vraiment. Est-ce que j'essayais de protéger Marc? Ou est-ce que j'évitais simplement la décision difficile? J'avais tellement envie de ses conseils. Il savait toujours quelle était la bonne voie à suivre. J'ai programmé un autre rendez-vous avec Samuel, cette fois pour dîner, avec l'intention d'en faire un moment mémorable. Les enfants étaient chez ma mère, et Marc est parti en voyage d'une nuit avec ses amis. J'ai récupéré ma petite robe noire, je me suis paré de talons hauts et j'ai acheté de nouveaux bas. Le dîner était exquis. Nous avons discuté de la possibilité de nous enfuir et des implications du divorce. Compte tenu de sa stabilité financière, les problèmes économiques ne se poseraient pas. Il a même proposé de m'aider avec les avocats spécialisés en droit de la garde. Quand j'ai exprimé mon incapacité à déménager à cause de la scolarité des enfants, il a rapidement proposé de trouver une résidence à proximité, nous permettant d'être ensemble. L'intimité était extraordinaire. Samuel ne s'est pas précipité pour enlever ma robe. Il a admiré ma lingerie et mes bas, m'offrant une échappatoire à mon existence banale et de plus en plus sombre. En rentrant chez moi à minuit, j'ai été choqué de voir la voiture de Marc garée devant. En entrant dans la maison, il était là,
tenant l'emballage vide des bas dans sa main. C'était donc bien lui? Je n'ai pas pu le nier et j'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est de toute évidence plus que platonique. Tu t'es habillé avec l'intention d'être intime. Pour lui, ça signifie quelque chose de spécial, quelque chose que tu ne m'as jamais donné. Rappelons-nous ce que tu disais souvent. Que je devais te suffire sans maquillage élaboré ni lingerie, et que ton besoin était simplement d'être à l'aise. Alors, il reçoit plus de toi que je n'ai jamais réussi à en obtenir. Je n'ai pas pu trouver de réponse. Je n'avais vraiment aucune idée de pourquoi je n'avais jamais cherché à développer ces aspects pour Marc. Peut-être que c'était une question de pouvoir ou de contrôle dans notre mariage, ou peut-être que c'était parce que je me considérais comme l'épouse et la mère, pas une amante. Tu crois que tout notre mariage est monotone, ou seulement notre intimité? Y a-t-il d'autres choses que tu fais avec lui que tu n'envisagerais jamais avec moi? Ce n'est pas ça, Marc. Je n'arrive pas à l'exprimer. Tu n'es pas ennuyeux. Pas le moins du monde. Vraiment, je ne pouvais pas l'expliquer. Marc avait toujours aspiré à explorer une sexualité plus audacieuse, mais j'hésitais et je refusais la plupart de ses propositions. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Je t'offre du réconfort alors que lui allume l'excitation en toi. Maintenant, tu investis des efforts, mais pas dans notre relation. Combien d'énergie as-tu dépensé en flirtant ces dîners? Ces mots m'ont perturbé. Ils me paraissaient si sur deux et ridicules rétrospectivement. Si j'avais dépensé plus d'efforts, peut-être que je n'aurais pas cherché de réconfort ailleurs. Il n'y avait pas de différence significative entre Marc et Samuel. La différence résidait en moi, dans la façon dont je me comportais avec chacun d'eux. Bégayant, je me suis excusé et j'ai filé dans la chambre, verrouillant la porte à clé. Je m'attendais à moitié à ce que Marc défonce la porte et me mette à la porte. Mais il ne l'a pas fait. C'était une catastrophe totale. Paniqué, j'ai contacté Samuel. S'assurant de ma sécurité, il a proposé de venir me chercher ou de me faire venir chez lui. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie s'était transformée en une sorte de limbe. Et Samuel semblait être ma seule issue. Le lendemain matin, j'ai trouvé Marc dans la cuisine. Il avait dormi dans la chambre d'amis. Je suis désolé, Marc. Je nous ai brisés, et je ne sais pas comment réparer ça. Je crois qu'on devrait envisager une séparation. J'ai besoin de temps pour me redécouvrir et déterminer ce que je veux vraiment. Marc a tout de suite compris. C'est lui, n'est-ce pas? Tu vas le retrouver. Tu as communiqué avec lui pendant tout ce temps? J'ai soupiré. Oui. Depuis un certain temps maintenant. J'ai besoin de déterminer ce que je ressens pour lui et pour toi. Pour vous deux. D'accord, mais tu comptes le faire dans son lit. Donc la décision est déjà prise. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime, et pourtant, j'ai tout compliqué. Je suis sincèrement perplexe, submergé par un tourbillon d'émotions. Je dois déterminer si mes sentiments pour lui sont authentiques. Ensuite, tu pourras annoncer la nouvelle aux enfants. Je n'ai aucune idée de comment justifier tes actes. Je leur dirai. Ce n'est qu'une séparation temporaire. Ne sois pas naïve. Ils s'attendront à ce que tu reviennes. Mais il se peut que je revienne. Marc m'a lancé un regard glacial et incrédule. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ta décision? C'est hors de question. Je veux que tu partes demain, et je ne veux plus jamais que tu reviennes. Et l'école des enfants? Tu es sérieux? Tu détruis nos vies, et c'est ça qui compte soudainement. Que je me débrouille comme toujours pendant que tu pars à l'aventure avec un autre. Vas-y, redécouvre-toi. Probablement, tu te retrouveras enlacé avec lui. J'étais abasourdi. Il ne m'était même pas venu à l'esprit que Marc me retirerait ce choix. Au moment où je partais, il a remarqué, dis la vérité à ta famille et à tes amis. Je ne vais pas inventer des histoires pour toi. Je suis parti le lendemain. Faire mes valises était épouvantable. J'avais l'impression de commettre une grave erreur. Pourtant, j'avais rompu les liens avec Marc, et Samuel attendait mon arrivée avec impatience. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Marc avait raison. Tout était parti de ma décision. J'aimais cet endroit. Même si je le conservais lors du règlement du divorce. J'avais déjà détruit notre havre de paix. J'ai dit aux enfants que c'était une séparation à l'essai, mais ils n'ont pas été choqués. Ils avaient déjà senti quelque chose.
Parler à mes parents a été bien plus difficile. Ma mère a pleuré et m'a supplié de ne pas aller plus loin. Mon père pouvait à peine me regarder dans les yeux. Il s'est contenté de secouer la tête. Je me suis rendu à l'hôtel de Samuel. Habituellement, sa compagnie me consolait. Mais pas cette fois-ci. Nous sommes restés là quelques jours avant qu'il ne propose de partir. Nous sommes retournés sur son yacht à Corfou et y sommes restés quelques semaines. L'intimité était extraordinaire, mais mes enfants et la familiarité de la maison me manquaient. Mon sommeil était perturbé, et naturellement, j'étais rongé par la culpabilité. Je me demandais souvent ce que Marc pouvait bien faire et comment il gérait tout cela. Nous avons commencé à planifier ma séparation. Samuel a travaillé avec plusieurs avocats qui ont contacté Marc, et nous avons trouvé un superbe appartement à louer près de l'école. C'était un arrangement provisoire en attendant le divorce et le règlement des questions de logement. J'ai essayé de contacter mes amies, mais elles n'ont manifesté que peu d'intérêt. Jane et Shona traversaient leurs propres difficultés conjugales et n'avaient aucune envie de rencontrer Samuel ou de garder contact avec moi. C'est Shona qui l'a exprimé clairement. Nous soutiendrons Marc et les enfants, mais il serait peut-être préférable que tu te retires du groupe pendant un certain temps. J'étais indigné. Elles étaient censées être mes amies de toujours, pas celles de Marc. Laura, ma plus proche confidente, s'est avérée encore plus décevante. Elle ne pouvait pas comprendre que je quitte un homme comme Marc. Mon ressentiment a explosé lorsque les enfants ont mentionné le prochain barbecue de quartier. J'ai insisté auprès de Samuel pour que nous y allions. J'avais autant le droit d'y être que Marc. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était déjà là, y compris Marc et les enfants. Jane a immédiatement exigé que nous partions. Quel ami tu t'es révélé être? J'ai rompu avec Marc, pas avec vous tous. La réplique de Jane a été cinglante. C'est peut-être vrai, Kirsty, mais veux-tu vraiment que ta famille te voie arriver ici avec ton nouveau compagnon après les avoir abandonnés? Samuel a essayé de m'éloigner. Marc et la plupart des spectateurs semblaient stupéfaits. C'est Jake qui m'a ramené à la réalité. Pas, maman. Tu rends Chloé malheureuse. L'horreur m'a saisi lorsque je me suis retourné et que j'ai vu Chloé sangloter, puis se précipiter vers Marc et cacher son petit visage contre sa poitrine. Le reste de la foule me fixait, et j'ai laissé Samuel m'emmener. J'étais complètement abattu. J'avais l'impression de perdre tout le monde, pas seulement Marc. Marc. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a entamé la procédure de divorce. Je craignais de perdre à la fois les enfants et nos amis. Bon Dieu. J'étais destiné à devenir l'un de ces pères du week-end, perdant progressivement le contact, inventant frénétiquement des moyens de les divertir. N'importe quoi pour éviter de les renvoyer dans un appartement morose. J'avais entendu d'innombrables récits de tels scénarios, et son nouveau compagnon avait les moyens financiers de m'enterrer au tribunal et d'éblouir les enfants. Je redoutais le jour où j'entendrais parler de leur premier voyage sur son yacht. Heureusement, Tony et John se sont révélés être des amis extraordinaires. À ma grande surprise, Laura, Shona et Jane ont été absolument remarquables. Elles aidaient avec les enfants, apportaient des repas et prenaient des nouvelles pour s'assurer que j'allais bien. Le divorce progressait sur le plan financier. Tous les biens semblaient divisibles à 50 sans trop de difficultés. Cependant, le principal point de discorde concernait les enfants. Kirsty demandait la garde principale et le droit de rester dans la maison avec eux. Ils étaient prêts à racheter ma part. Son nouveau compagnon disposait de ressources considérables. Ses avocats étaient d'une arrogance incroyable, s'attendant à ce que j'accepte les conditions qu'il me présenterait et que je les en remercie. Tout a basculé lorsque mon avocat a souligné que Kirsty avait effectivement abandonné les enfants lors de sa longue absence. Puis, elle les avait de nouveau quittés. Lorsqu'elle est partie avec Samuel pendant plusieurs semaines sur son yacht, ils ont tenté de soutenir qu'elle savait que les enfants étaient bien pris en charge. Mon avocat a rétorqué qu'ils étaient effectivement pris en charge par leur principale personne de référence et la seule présence constante dans leur vie. De plus, Jake avait exprimé son désir de vivre avec son père, et Chloé avait déclaré qu'elle voulait rester là où Jake serait. Je n'ai pas révélé cela aux enfants, mais j'étais immensément fier de la façon dont Jake avait protégé Chloé tout au long de cette épreuve difficile. J'ai essayé de les protéger des aspects les plus pénibles, mais je n'ai pas pu les en préserver complètement. Ils ont passé beaucoup de temps avec les enfants de Tony et John, ce qui leur a fait du bien. Tony avait une dépendance où nous passions parfois la nuit. Les enfants s'y amusaient toujours beaucoup.
La routine et la simplicité d'être entouré d'amis proches ont fait une grande différence. Son équipe juridique devait se sentir inquiète, car leur proposition suivante impliquait une garde partagée. J'ai hésité à réclamer la garde exclusive devant les tribunaux, mais cela me semblait trop incertain, et un accord à l'amiable serait clairement plus bénéfique pour les enfants. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur un arrangement où les enfants vivraient avec moi la moitié de la semaine. Ils seraient avec moi du mercredi soir au vendredi, et je les garderais pendant le week-end selon mes tours de garde attribués. J'ai également veillé à ce que nous soyons tous les deux autorisés à participer à leurs événements scolaires et sportifs. Cela n'avait jamais particulièrement intéressé Kirsty, mais j'ai compris que cela augmenterait mon implication et, honnêtement, j'en tirais un réel plaisir. Le principal désaccord portait sur la maison. J'ai rejeté leur suggestion de racheter ma part et j'ai exigé qu'elle soit mise sur le marché. Je crois que Samuel était d'accord avec cet arrangement, mais je savais que cela contrarierait Kirsty. Et cela m'a sincèrement troublé. Honnêtement, c'était le cas. En vérité, je n'étais pas trop inquiet pour le logement, car Tony nous avait généreusement offert la dépendance à un loyer minime, essentiellement ce que nous décidions de payer. C'était bien inférieur à notre hypothèque précédente, et je prévoyais d'affecter les économies à d'autres nécessités jusqu'à ce que nous trouvions un logement permanent. Le jour prévu pour la signature des papiers de divorce, Kirsty m'a abordé. Elle a commencé à évoquer notre passé et à quel point les choses étaient merveilleuses autrefois, et j'ai souligné que ce n'était constructif pour aucun de nous deux. Étonnamment, elle a fait remarquer que peut-être nous ne devrions pas aller de l'avant. J'ai perdu mon sang-froid. C'est toi qui as abandonné notre mariage et rapidement demandé le divorce, et maintenant tu as des doutes? Es-tu folle? Peut-être que oui. Je suis parti parce que je supposais que tu ne pardonnerais jamais mes actes. Je me suis trompé. Et puis j'ai aggravé la situation. Quel est le problème? La vie avec ton nouveau compagnon n'est-elle pas parfaite avec des draps de soie et des roses? Ce n'est pas toi. Tu nous manques. Notre vie ensemble. Pendant un bref instant, j'ai imaginé une vie heureuse avec Kirsty à nouveau. Tous les projets et conversations que nous partagions autrefois. Mais ce n'était pas réaliste. Elle n'était pas la personne que j'imaginais qu'elle soit. Superficielle. C'est l'étiquette qui m'est venue à l'esprit. Signe les papiers et va-t'en, Kirsty. Je suis retourné au pub pour célébrer le divorce avec les gars, et John a déclaré, nous sommes heureux de trinquer avec toi, mais peut-être pourrions-nous faire quelque chose d'un peu plus constructif. Quelles sont tes aspirations dans la vie? Tu sais, au sens large, le but de la vie et tout le reste. C'était étonnamment profond pour John. Je n'en avais aucune idée. Cependant, il m'est apparu que je pouvais avoir des options, des aspirations, des passions. Bien sûr, les enfants restaient ma principale préoccupation, mais peut-être pouvais-je aspirer à plus que simplement survivre. Les jours où les enfants n'étaient pas avec moi, j'avais du temps libre. J'ai repris le vélo, le jogging et la randonnée, et j'ai commencé à me sentir mieux. Être quitté pour un autre homme a été un coup dur pour mon estime de soi. Mais le sport et une certaine perte de poids sont apparus naturellement grâce à des activités que j'aimais, et ils ont contribué à reconstruire une partie de ma confiance. Finalement, les enfants se sont parfois joints à moi dans ces activités. Shona m'a encouragé à recommencer à sortir, mais je n'étais pas prêt. Et je me sentais certainement mal à l'aise. J'hésitais à recommencer avec quelqu'un de nouveau. Shona et Jane nous invitaient fréquemment à des dîners de famille, et Laura continuait à livrer des repas tous les jeudis. Les enfants appréciaient cela. Je gérais la plupart des tâches ménagères, mais la cuisine était un territoire inexploré pour moi. Néanmoins, je m'améliorais lentement. J'ai demandé à Jane pourquoi ils étaient si gentils avec moi. Après tout, ils avaient été les amis de Kirsty, pas les miens. Elle a ri. Ce qu'il y a de remarquable chez toi, Mark, c'est que tu ne te rends même pas compte à quel point les gens t'admirent. Tu as toujours été là pour nous et nos enfants, sans aucune réserve. Nous ne faisons que te rendre l'appareil. J'en ai été sincèrement touché et j'ai rougi comme une adolescente timide. J'ai commencé à organiser des excursions le week-end avec les enfants. De nombreux sports et activités de plein air. Ils adoraient ça, et moi aussi. Nous y allions souvent avec d'autres familles et avec Laura. Avant Kirsty, je partais souvent pour de longues randonnées et des voyages. J'allais m'aventurer en montagne. Cette passion retrouvée a ravivé les liens avec d'anciennes connaissances avec lesquelles j'avais grimpé, et j'ai même repris l'escalade. C'était merveilleux de les retrouver.
Nous avons repris notre camaraderie d'avant sans effort, et j'ai réalisé à quel point les amitiés comme les leurs m'avaient manqué. Après m'être marié et avoir élevé des enfants, vivre dans la maison d'hôte signifiait que je rencontrais moins de problèmes d'entretien. De plus, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai économisé consciencieusement et, pendant l'été, j'ai emmené les enfants en expédition dans les Andes, avec une halte au Machu Picchu. Ils étaient ravis, et nous avons commencé à réfléchir à notre prochaine escapade, peut-être dans les Alpes. Mes partenaires d'escalade exploraient déjà des possibilités là-bas. Après cela, les événements ont pris une tournure inattendue. Je soupçonnais que Laura flirtait peut-être un peu avec moi, et Kirsty devenait de plus en plus bavarde à chaque interaction. Les enfants. Kirsty. Les enfants ont appelé pendant leurs vacances, débordant d'enthousiasme, même Jake mettant de côté momentanément sa froideur adolescente habituelle. Je suis tombé sur une photo de Marc sur les réseaux sociaux. On le voyait avec les enfants au Machu Picchu. En parcourant les profils des enfants, j'ai trouvé d'innombrables images montrant des endroits magnifiques, des baignades, des vols et des aventures palpitantes. J'ai commencé à me demander si ce n'était pas moi qui l'avais limité auparavant. Sa vie n'avait pas l'air monotone du tout, en ce moment. Sur la page de Marc, il y avait des photos d'escalade impressionnantes, avec des visages dont je me souvenais vaguement de notre mariage. Le plus dur, cependant, était de voir des photos de randonnée et de barbecue avec Jane, Shona, Laura et leur famille. Je ne pouvais pas comprendre mes émotions avant de réaliser que c'était de la jalousie, ce qui me semblait étrange étant donné que c'était moi qui m'étais éloigné de cette vie. Quand j'ai proposé des vacances à bord du yacht, les enfants n'ont manifesté que peu d'enthousiasme. Ils ne s'étaient pas bien liés à Samuel. J'ai demandé quel type de vacances ils préféraient, et ils ont mentionné que c'était mieux avec papa, car il aligne ses actions sur ce qui compte vraiment. J'ai proposé de les emmener à Disney, ce qui semblait au moins les exciter. Cependant, j'ai senti que Samuel n'était pas particulièrement ravi. Vivre ensemble est très différent de se rendre visite occasionnellement. Une fois l'excitation initiale retombée, j'ai reconnu que Samuel était assez semblable à mon ex-mari. Il est gentil, mais pas supérieur à Marc. Ce sont tous les deux des hommes fondamentalement excellents. Samuel a eu des difficultés à s'adapter à une vie avec des enfants et au temps et à l'attention considérable qu'ils nécessitent. Nous ne pouvions pas partir en voyage spontanément et les laisser derrière nous. De plus, il ne montrait que peu d'intérêt pour les excursions en ville, les dîners chics ou les hôtels de luxe que Samuel préférait. Il a vraiment essayé de s'adapter. Néanmoins, il a commencé à ressentir du ressentiment face à la nécessité de tout remodeler autour de mon ancienne existence. Mes amis et un sentiment de famille me manquaient. Marc me manquait. Je pensais souvent à lui, me souvenant du confort tranquille d'être simplement ensemble. La simple présence de mon meilleur ami me manquait, celui qui donnait toujours d'excellents conseils et trouvait invariablement des moyens d'améliorer les situations. Mon instinct me disait que Marc était celui que j'aimais vraiment, la personne qui m'avait guidé dans les moments les plus difficiles de ma vie. C'était une période difficile, et pourtant Marc n'était pas là pour m'aider. Je l'avais écarté. Cette prise de conscience a rapidement fait jaillir des larmes. Je suis allé déposer les enfants, et Laura était là. J'étais ravi de la voir, de toutes les personnes, elle avait été ma plus proche confidente, malgré notre long silence. Les enfants se sont précipités à l'intérieur. Laura a mentionné qu'elle avait apporté de la nourriture, et je l'ai remercié d'aider Marc avec les enfants, la reconnaissant comme une véritable amie. J'ai plaisanté en disant qu'il avait toujours été un mauvais cuisinier. Nous avons échangé des questions sur la façon dont nous allions et avons répondu poliment. J'ai remarqué son hésitation avant qu'elle ne finisse par articuler « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je t'ai toujours défendu jusqu'à ce que Marc entre en scène. Mais vous deux, vous étiez impeccables ensemble. Puis les enfants sont arrivés, et ils t'ont complété. Je t'enviais. Tu possédais tout ce à quoi j'ai jamais aspiré, et ensuite tu as tout abandonné. » J'ai eu du mal à formuler une réponse. Je ne sais pas. J'ai été désorienté à propos de certaines choses et je n'arrivais pas à trouver de clarté. Pas avant de réaliser que je m'étais aventuré bien au-delà de mes limites. De toute façon, j'espère que ton malheur fera mon bonheur. Que veux-tu dire exactement par là? J'ai une fois dit en plaisantant que si je l'avais croisé avant toi, je l'aurais pris pour moi. Sauf que ce n'était pas une blague. On s'est toujours bien entendu et on a profité de chaque instant passé ensemble. Il souffre encore, mais j'ai l'intention de l'aider à surmonter ça. Tu parles de toi et Marc. Naturellement.
S'il m'autorise à faire partie de sa vie. Il surpasse tous les hommes avec qui j'ai eu une relation. Tu as été d'une bêtise inouïe de le laisser filer. Mais c'est impossible. Je peux, et je suis bien décidé à le faire. Nous prévoyons une randonnée le week-end prochain. Honnêtement, cette situation est avantageuse pour tout le monde. Nous restons amis, et nous pourrons certainement résoudre les conflits qui pourraient survenir. Pour ce qui concerne les enfants, ce sera bien plus simple que d'avoir affaire à une belle-mère hostile qui pourrait te dénigrer à la moindre occasion. Les larmes de frustration et d'envie me montaient aux yeux en regardant Laura partir. Avait-elle agi si vite? J'ai essuyé mon visage et suis rentré dans la maison d'amis. Les enfants étaient déjà partis dans leurs chambres respectives, probablement absorbés par leurs appareils numériques. J'ai souri en voyant Marc dans la cuisine essayer de préparer le dîner pour Laura. Il avait l'air fort, séduisant et complètement perdu. Près du micro-ondes, je lui ai demandé si on pouvait parler. Il a semblé un peu déconcerté, mais a fait un geste vers la table. « Marc, quel conseil donnerais-tu à un ami qui a commis une erreur irréparable et qui ne sait pas comment la réparer ?» Difficile à dire sans connaître l'erreur en elle-même. N'est-ce pas évident? Il s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Je suis désolé. Je regrette tout ce qui s'est passé. Je voudrais revenir. Il a paru réellement surpris. Franchement, Kirsty, tu m'as rendu service. Je m'étais perdu à force de faire passer tes besoins et notre mariage avant tout. Aujourd'hui, j'aime vraiment ma vie. Les expéditions, le temps de qualité que je passe avec les enfants et mes amis, tout ça grâce à mon travail acharné pour la famille. En plus, je me suis récemment lancé dans des activités personnelles. Et ce n'est que le début. Chaque aspiration me semble à portée de main. Tu disais que tu avais besoin de te découvrir. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai découvert quelque chose d'important. Peut-être même moi-même. Mais, si tu pouvais avoir toutes ces nouvelles passions et les partager avec quelqu'un d'extraordinaire. Samuel est-il au courant de ton revirement de situation? J'ai nié d'un signe de tête. Alors tu laisses toujours une porte ouverte? J'étais sans doute trop monotone pour toi. L'excitation du début avec lui est déjà passée? Cette remarque n'a jamais été juste, et maintenant c'est manifestement une source de moquerie. Si j'ai un regret, c'est de ne pas t'avoir suffisamment soutenu et épanoui. Cette joie de vivre que tu as, elle rayonne de mille feux. Maintenant, je supplierai s'il le fallait. Marc a expiré profondément. Non, ça ne servirait à rien. Le mal que tu as fait est trop profond, pour les enfants comme pour moi. J'en suis arrivé à la conclusion que je ne te comprends presque pas, et je ne pourrai jamais plus te faire confiance. Pour le bien des enfants, nous pouvons être amicaux, mais rien de plus. J'ai essayé de partir avant que mes larmes ne coulent à flot. Pourtant, malgré ma résistance, je me suis effondré de nouveau en rentrant dans l'appartement. Samuel a vu ma détresse et m'a demandé ce qui se passait. À travers mes sanglots, je n'ai réussi qu'à articuler le nom de Marc. Si j'espérais du réconfort, je me suis lourdement trompé. Samuel m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Tu as encore des sentiments pour lui, n'est-ce pas? J'ai eu du mal à formuler une réponse. Luttant pour retenir d'autres larmes, Samuel a enlevé son manteau et est sorti en silence. Il est revenu quelques jours plus tard uniquement pour récupérer ses affaires. Il n'est jamais revenu, et je n'ai jamais cherché à le recontacter. Avant que je puisse tenter de me réconcilier avec Marc, il est devenu évident que Laura et lui étaient ensemble. Elle était visible chaque fois que je déposais les enfants, et je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Marc la regardait comme il me regardait autrefois. Lui et les enfants l'entouraient constamment, et je n'ai pas réussi à trouver la méchanceté pour la détester. Elle était admirable, et ils se complétaient parfaitement. J'ai fait tous les efforts possibles pour me réjouir de leur bonheur, mais le désespoir m'envahissait sans cesse. J'avais l'impression que Laura avait usurpé mon existence. Le bail de mon appartement a pris fin, et j'ai déménagé chez ma mère. On peut dire que je me suis attardé sur les vestiges du passé. Au même moment, mon ancien conjoint vivait le genre de vie dont j'avais toujours rêvé, avec ma meilleure amie. Et, à mon grand désarroi, j'ai assisté de près à toute la situation au fur et à mesure qu'elle se développait. Je me suis retrouvé complètement seul, me sentant désorienté et perdu. Cette escapade improvisée entre filles, le choix d'accepter un rendez-vous, le fait d'avoir été persuadé d'aller à cette soirée où tous ces moments m'ont mené jusqu'ici.
Ce verre de trop, l'échange avec Samuel, tout semblait être une succession de décisions anodines qui m'ont conduite là. N'importe lequel d'une myriade de petits choix aurait pu modifier le cours des événements. Je pourrais en rejeter la faute sur d'innombrables facteurs, et pourtant, chaque pas était le mien. C'est entièrement ma responsabilité, Marc. Ainsi, me voilà, trahi par mon époux et me préparant au pire. Étonnamment, tout s'est résolu bien mieux que je ne l'avais imaginé. Pourquoi mon histoire ne s'est-elle pas transformée en la tragédie souvent dépeinte dans les romans? La différence essentielle résidait dans le soutien indéfectible de mes proches, amis et famille. J'ai été stupéfaite de voir avec quelle grâce les enfants se sont adaptés à la situation. J'espère que nous leur avons inculqué des valeurs de résilience qui les aideront à traverser les défis et les réussites de la vie. J'ai eu la chance de rencontrer Laura, bien qu'elle insiste sur le fait que les rôles sont inversés, et qu'elle nous considère comme le dénouement parfait de son conte de fées. J'ai également découvert en moi une capacité de résilience, une détermination tranquille, et me suis souvenu de mon véritable moi, un sentiment d'identité indépendant des opinions ou des actions des autres. De plus, j'ai réussi à ne pas nourrir de rancune durable envers Kirsty. Certes, il y a eu une période où je l'ai vraiment détestée. Mais même cette animosité a fini par s'estomper. La vengeance n'aurait fait que me blesser, moi ou les enfants. Finalement, Laura est fermement convaincue que j'ai atteint la forme ultime de vengeance, une vie épanouie et heureuse.